Bonjour, je suis Aurélia Desplein, docteur en anthropologie. Je suis actuellement ingénieure de recherche à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Je remercie les équipes qui organisent les vendredis de l'OVSQ et les rencontres du genre de m'avoir permis de faire cette présentation pour vous autour de mes thématiques de recherche de thèse. Je vais vous parler aujourd'hui des résultats d'une recherche que j'ai menée dans le cadre de mon doctorat et ma présentation s'intitule « Les filles du café, travailleuses migrantes chinoises et commerce éthique à Kunming, province du Yunnan en Chine ». Notre discussion aujourd'hui, elle va nous permettre de nous interroger sur quelque chose qui est assez communément dit au niveau international dans les grosses organisations telles que l'Organisation des Nations Unies, c'est que le travail salarié peut permettre de sortir de la pauvreté et peut permettre aux gens d'accéder à une certaine forme d'émancipation, particulièrement les femmes pauvres. Et donc, dans cette conception des choses, l'Organisation des Nations Unies incite depuis quelques années déjà les entreprises et les gouvernements à promouvoir l'éducation et les formations professionnelles pour développer non seulement le travail salarié, mais aussi par exemple l'entrepreneuriat des femmes en particulier pour améliorer les conditions de vie. Aujourd'hui, on va parler de la Chine ensemble. Et la Chine, elle fait partie de toutes ces discussions qu'on entend au niveau international sur comment est-ce qu'on peut faire pour permettre aux femmes de sortir de conditions de pauvreté, de conditions de vie particulièrement précaires. Et la Chine s'est impliquée depuis quelque temps déjà dans ces discussions internationales. Et la 4e conférence des Organisations Unies sur les femmes s'est tenue à Pékin, par exemple, en 1995. Et cet événement, ça a marqué le tournant de l'institutionnalisation de l'empowerment des femmes en Chine. Donc, qu'est-ce que c'est que l'empowerment? Pour l'Organisation des Nations Unies, c'est une sorte de paradigme réfléchissant à la façon dont les personnes en marge de la société, vivant dans des conditions précaires, peuvent récupérer un petit peu de pouvoir sur leur vie. Et dans la conception des institutions internationales, c'est principalement par le biais du travail salarié ou de l'entrepreneuriat qu'on récupère un petit peu de pouvoir social. C'est une conception qui est discutable. On n'aura peut-être pas la place de discuter très longuement aujourd'hui de ce point, mais c'est la conception des organisations internationales. En Chine, le constat est fait que les femmes vivent des conditions d'inégalité socio-économique et politique qui les discriminent et qui va fortement déterminer leur parcours, leur travail, la façon dont elles vont pouvoir vivre. Et le gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, s'affiche depuis quelques années comme entrant résolument dans une dynamique de lutte contre les discriminations qui sont faites aux femmes. On a sur cette slide 4 une photo notamment d'une manifestation qui s'est tenue, organisée par la Fédération des femmes de Chine, qui est une organisation étatique qui existe depuis le gouvernement communiste déjà, et c'est notamment, on va dire, l'organe étatique qui s'intéresse le plus à la question de la lutte contre les discriminations faites aux femmes en Chine. Sur cette petite diapositive, je voulais rappeler que la question d'émanciper les femmes par le travail salarié, c'est une vieille question en Chine. On a ici des images de propagande communiste. C'est pour rappeler que les différentes rhétoriques des gouvernements qui se sont succédés en Chine ont régulièrement dit que l'emploi rémunéré, parce qu'il donne accès à un certain capital économique, contribuerait à forger des individus libres et autonomes. Peut-être vous avez déjà entendu parler du fait que la Chine a connu depuis le début des années 80 un essor économique très important et très rapide. Cet essor économique s'est fait à la fin du gouvernement communiste de Mao, en ayant entamé ce qu'on appelle l'ère des réformes pour l'intégration de la Chine au marché international du commerce. Et cet essor économique s'est fait par l'activité fulgurante de ce que l'on appelle les zones économiques spéciales de la Chine, qui sont situées principalement sur la côte Est, comme on voit sur les cartes que j'ai mises dans la diapositive, qui montrent l'intensité de l'activité économique sur la côte Est de la Chine. Et du coup, la densité de population particulièrement forte dans ces zones géographiques. Sur cette diapositive, c'est pour vous montrer un petit peu qu'il y a eu une urbanisation et une industrialisation très rapide en Chine.
L'exemple de la photo que je vous montre ici, c'est Shenzhen, qui est situé juste à côté de Hong Kong et qui compte parmi les zones où se situent le plus d'usines de manufacture, d'entreprises à la fois nationales chinoises et internationales, les multinationales qui produisent à la fois des biens électroniques, jouets, textiles, etc. Tous les secteurs sont représentés à Shenzhen. On voit Shenzhen au début des années 80, on voit de grandes prairies vertes et on voit Shenzhen dans les années 2000 et on voit les tours, les bâtiments et l'industrialisation et l'urbanisation très rapide. Cette carte me sert à commencer à vous parler d'un phénomène très important en Chine aujourd'hui que sont les migrations intérieures. Qu'est-ce qu'on appelle les migrations intérieures? C'est le fait que les Chinois et les Chinoises bougent beaucoup à l'intérieur de leur pays. Depuis 2010, on recense à peu près 261 millions de personnes qui bougent à l'intérieur de leur propre pays et à peu près 170 millions, soit environ 65%, qui quittent les campagnes pour aller travailler dans les zones urbaines. Ces mouvements de population, c'est pas anodin, c'est pas comme en France quand on quitte les campagnes pour aller travailler à Bordeaux, à Lyon ou à Paris. Parce qu'en Chine, on possède un passeport interne qui nous identifie en disant le lieu d'où l'on vient. Quand on vient de la campagne, c'est marqué sur notre passeport et quand on vient de la ville, c'est également mentionné. Et le fait que ce soit mentionné, ça vient conditionner notre accès à pas mal de choses en matière de droit social. Ça vient conditionner l'accès à l'école, l'accès aux hôpitaux. Et donc, quand j'habite la campagne et que je quitte cette campagne pour aller travailler en ville, les procédures sont longues pour légaliser ce mouvement. Et du coup, quand j'arrive en ville au départ, eh bien, je n'ai pas accès à l'école pour mes enfants, ou bien je paye des amendes très très chères. Ou bien je suis obligée de mettre mes enfants dans des écoles spécifiques pour travailleurs migrants, qui sont des écoles qui sont moins bien réputées et qui sont en général, qui ne permettent pas d'accéder à un cursus scolaire prestigieux, comme le font par exemple les étudiants qui vont dans des écoles plus cotées. Et quand j'arrive en ville et que je ne suis pas encore titulaire de tous les papiers me permettant de légaliser ma situation, je n'ai pas non plus accès aux hôpitaux, ce qui fait que c'est compliqué de se soigner. Normalement, je suis censée aller me soigner dans les hôpitaux qui sont proches de la région où j'habite, ce qui veut dire que je suis censée aller me soigner dans les hôpitaux ruraux. Alors bien sûr, on peut faire des démarches pour essayer d'accéder à tous ces droits quand on est un travailleur migrant en Chine, mais ça prend du temps. Ça nécessite d'avoir un contrat de travail à peu près stable, un peu long, et ce contrat de travail, on va voir tout à l'heure que c'est pas si facile de l'obtenir et que l'essor économique de la Chine s'est fait massivement sur l'emploi de travailleurs dans des conditions précaires et notamment sans conditions de travail stables et légales. Sur la slide 9, on voit une photo de l'intérieur d'une usine, probablement d'ailleurs l'intérieur d'un atelier de la fabrication de produits Nike. Mais globalement, voilà, ces ateliers nous rappellent que tout un tas d'usines de production de vêtements, de jouets, d'appareils électroniques, notamment à destination du marché international, mais aussi du marché national, sont les lieux de l'essor économique de la Chine au cours des dernières décennies. Une autre photo pour montrer un atelier de production textile avec des dizaines et des dizaines de travailleuses à la chaîne qui travaillent souvent pendant de nombreuses heures, 14 heures par jour, sans forcément avoir de pause pour les repas, sans avoir leurs heures supplémentaires qui sont payées, sans avoir de contrat de travail. On a un exemple de photo à l'intérieur d'une usine de production domotique, donc d'appareils électroniques. À partir du milieu des années 90, on va commencer à entendre parler de scandales qui sont relayés au niveau de la presse chinoise et de la presse internationale et qui concernent les conditions de travail des ouvriers dans ces usines qui ont permis l'essor économique de la Chine. On commence à entendre parler du fait que ces travailleurs et travailleuses migrantes internes chinoises travaillent dans de très mauvaises conditions, sont parfois exposés à des produits toxiques. Il y a des grandes vagues de suicides qui commencent à aussi être médiatisées. On parle de la vétusté de leur dortoir, parce que ces personnes qui viennent de loin, parfois plusieurs milliers de kilomètres, pour travailler dans des usines sont logées par l'entreprise, mais dans des dortoirs où il y a plusieurs lits superposés qui s'entassent, avec des soucis pour accéder à des points d'eau, pour pouvoir faire la cuisine. Donc tout ça, ça commence à être dit dans la presse internationale et nationale par ailleurs. Notamment, l'entreprise Nike connaît un petit moment de tension avec des manifestations d'étudiants sur les campus américains qui dénoncent l'esclavagisme moderne fait dans les ateliers de production chinoises. Et ça ébranle si bien la réputation de Nike que le PDG est obligé de prendre la parole publiquement pour reconnaître les conditions de travail qui sont appliquées sur les travailleurs et manifester une prise de décision pour essayer d'améliorer ces conditions de travail. Ça va intéresser aussi beaucoup de chercheurs en sociologie, en anthropologie, en sciences économiques et politiques
de savoir ce qui se passe en Chine pour ces travailleurs et travailleuses migrantes qui sont les ouvriers et les artisans de l'essor économique de la Chine. Sur cette diapositive, je vous montre l'exemple de la couverture d'un ouvrage qui est une référence en la matière, l'ouvrage de Pun Ngai qui s'appelle Made in China, qui a été traduit en français, sous-titre Vivre avec les ouvrières chinoises, et qui nous raconte, alors spécifiquement du point de vue des femmes, des ouvrières et pas des ouvriers, les conditions de vie et de travail de ces jeunes femmes. Il y a un terme qui les désigne, c'est Dagongmei. Dagongmei, c'est un terme qui signifie littéralement petite sœur travaillant pour un patron. Ça a un équivalent masculin, Dagongzai. Et ce qui est intéressant dans ce terme, c'est que ça nous désigne Dagong, le fait de travailler en n'étant pas qualifié, et Mei, c'est un suffixe qui veut dire petite sœur. Et cette désignation des ouvrières chinoises met l'accent sur le fait qu'on a affaire à des populations féminines, souvent pas mariées, qui ne sont pas qualifiées et qui vont vendre leur force de travail contre salaire en migrant hors de leur province, hors de leur village déjà et bien souvent hors de leur province pour aller trouver un travail salarié. L'objectif du gouvernement chinois actuellement, c'est clairement de maintenir la croissance économique. Pour maintenir la croissance économique, après avoir connu une période intense de présence de la Chine sur le marché international, la Chine s'est inquiétée ces dernières années de l'instabilité du marché international et a commencé à se tourner vers son marché intérieur pour continuer de développer sa croissance. Et donc du coup, dans les faits, le gouvernement chinois, comme je vous l'ai dit au tout début, s'intéresse aux discriminations qui touchent les femmes, s'intéresse au fait que ces ouvrières chinoises dont nous venons de parler ont des conditions de travail particulièrement précaires, qu'elles sont en situation de migration et que bien souvent elles ne sont pas dans des conditions légales de vie en ville, ce qui les prive d'avoir accès à plein de droits sociaux, et qu'en plus le marché du travail est divisé en secteurs et que les femmes ont accès à certains secteurs et pas à d'autres, que le fait qu'elles ne soient pas qualifiées est déterminé en amont parce que dans les campagnes c'est plus difficile pour une fille d'aller à l'école longtemps et d'avoir un cursus scolaire qui dure longtemps et qui lui permet d'être qualifiée. Donc le gouvernement chinois s'intéresse à tout ça, mais en même temps, il veut préserver sa croissance économique. Et pour préserver sa croissance économique, clairement, il continue de s'appuyer sur ses ouvriers, les Dagongmei et les Dagongzai, qui restent une main-d'œuvre flexible, précaire, mal payée et donc très pratique pour les secteurs industriels et de services pour continuer leur croissance économique. Maintenant, je vous emmène à Kunming. Kunming, c'est la capitale de la province du Yunnan. On voit sur la carte, la province de Yunnan est située dans le sud-ouest de la Chine. Elle est frontalière de la Birmanie, du Laos et du Vietnam. Et Kunming, donc j'ai encadré en rouge la capitale. Le Yunnan, c'est la troisième province la plus pauvre de Chine, après le Gansu et le Guizhou. Ça veut dire que le Yunnan fait partie des districts ruraux qui sont considérés comme prioritaires par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Je m'appuie sur quelques photos que j'ai prises pendant mon séjour pour vous montrer Kunming en 2014. On voit là aussi sur ces photos l'industrialisation et l'urbanisation importante. Je n'ai pas de photos comparatives de Kunming à vous montrer pour voir comment c'était il y a 30 ans. Mais globalement, Kunming, c'est la ville qu'on surnommait la ville du printemps éternel pour la qualité de son air, pour ses cerisiers en fleurs, pour le fait qu'à tout moment de l'année, la température y était douce et tempérée. Et on voit que sur ces photos que je vous montre, c'est un chantier permanent. C'est perpétuellement en construction. On est à 6 millions ou 7 millions d'habitants aujourd'hui. Et on voit une petite ruelle un peu préservée du quartier commerçant de Kunming dans lequel j'ai mené mon enquête. Il y a quelques petits bâtiments comme ça qui sont préservés avec des petites ruelles. Mais globalement, on a aussi beaucoup d'endroits dans lesquels on a des barres d'immeubles et des tours et des entreprises qui travaillent. Et donc voilà, une croissance de la ville assez rapide. Quelques photos personnelles encore pour vous montrer plus particulièrement le quartier dans lequel j'ai mené mon enquête qui s'appelle le quartier du Lac Vert. C'est un quartier qui est très animé, c'est le quartier universitaire. Il y a pas mal de commerces, pas mal de bars, une fréquentation aussi d'une population assez cosmopolite, en partie due à l'université qui draine aussi un certain nombre d'étudiants. Et on voit sur les photos que je vous montre notamment un des immeubles qui correspond aux immeubles de logement des personnes dont je vais vous parler après, les employés du café-restaurant sur lequel on va un petit peu s'attarder. Ma présentation s'intitule « Les filles du café ». Pourquoi ? Parce que je vais vous parler plus spécifiquement d'un petit bar-restaurant, donc niché au cœur du quartier du Lac Vert de Kunming, ce petit quartier animé, étudiant. Et ce bar-restaurant a décidé qu'il allait essayer de faire en sorte de faire un commerce éthique. Ce commerce éthique n'est pas labellisé, comme on peut le connaître, les labellisations Max Havelaar ou Alter Eco. Il n'y a pas de labellisation spécifique. Simplement,
des dynamiques qui sont mises en place dans cette entreprise et qui ressemblent à ce qui a nourri au départ les mouvements aujourd'hui labellisés de commerce éthique qu'on retrouve au niveau mondial. Et donc on va se pencher un petit peu sur ce café-restaurant pour s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire pour eux de faire du commerce éthique, sachant qu'ils emploient majoritairement des jeunes travailleuses migrantes qui sont dans des conditions de vie un petit peu comme je vous les ai expliquées tout à l'heure, pour les ouvrières de la côte est chinoise, des conditions de vie assez précaires. Elles n'ont pas forcément des salaires très élevés, elles ne sont pas qualifiées, elles peuvent avoir vraiment des problèmes dans l'accès aux droits sociaux en ville, à l'école, aux soins, aux hôpitaux. Et donc l'entreprise se préoccupe de ces questions-là et se dit on emploie des jeunes femmes, mais qu'est-ce qu'on leur propose finalement comme conditions de vie et comment est-ce qu'on contribue à essayer de proposer aux femmes de souffrir de moins de discrimination. Alors pour l'entreprise, une première réflexion, cette entreprise elle a été montée il y a plus de 10 ans par deux jeunes Américains qui à l'époque étaient backpackers, ils avaient 25 ans quand ils sont arrivés en Chine. Donc c'était des fans d'arts martiaux, des fans de la douceur de vivre dans les campagnes rurales de la Chine. Ils aimaient la randonnée et puis ils sont tombés amoureux de la province du Yunnan et ils ont eu envie de commencer à y travailler. Alors ils se sont dit, ils étaient dans un tout petit village à l'époque assez touristique et ils se sont dit on va faire un petit bar-restaurant. Ça va être prisé par les touristes parce qu'il n'y a pas beaucoup encore il y avait à peu près un peu plus de 20 ans de ça, pas beaucoup de bars-restaurants tenus par des étrangers. On va proposer des cafés, des glaces, des produits qu'on ne trouve pas beaucoup dans ce petit restaurant. Et du coup ça va plaire aux touristes et puis on va pouvoir se faire une vie en Chine. Et ils ont commencé à constater qu'ils étaient pas mal privilégiés en tant qu'Américains arrivant sur le territoire chinois actuel et que s'ils étaient salariés d'un café-restaurant, ils gagnaient 10 fois le salaire des Chinoises qui travaillaient avec eux et qu'ils avaient des possibilités de travail auxquelles n'avaient pas accès leurs collègues jeunes femmes chinoises qui bossaient juste à côté d'eux. Et ça a commencé à les interroger. Ils se sont dit on va faire un bar-restaurant mais on aimerait bien que ce ne soit pas injuste comme les endroits dans lesquels on travaille actuellement. Et cette réflexion elle a été encore plus nourrie par le fait que quand leur petit bar-restaurant est né, qu'ils ont commencé à le faire fonctionner et que ça a marché, ils ont eu besoin de recruter. Et donc ils se sont retrouvés dans la position des entrepreneurs qui vont devoir à leur tour employer des gens, les rémunérer et donc réfléchir aux conditions de travail qu'ils donnent. Et comme les personnes qu'ils ont commencé à recruter, c'était des jeunes femmes, pas mariées, sans enfants, pas qualifiées, qui étaient en situation de migration, qui habitaient quelques centaines de kilomètres plus loin, qui avaient quitté leurs parents, souvent paysans, pour venir travailler et essayer de gagner mieux leur vie que dans les campagnes. Ils ont commencé à s'intéresser à leur vie, à les connaître et à avoir conscience qu'en Chine, la situation pour les jeunes femmes migrantes travailleuses est compliquée. Donc ils ont commencé à essayer de proposer des conditions de travail qu'ils essaient de faire au plus près du droit du travail chinois. Parce que le droit du travail chinois existe, il est rigoureux, simplement il y a des tensions dans l'application de ce droit du travail chinois. Il est bien souvent pas appliqué le droit du travail chinois. Donc eux, ils se sont dit, on va essayer de faire en sorte que les conditions de salaire, les conditions de travail, les contrats de travail et les conditions de logement soient décentes, les conditions. Et puis, on va s'appuyer à l'intérieur de l'entreprise sur quelque chose qui s'est passé sans eux, qui s'est fait spontanément entre les employés, des sortes de hiérarchie et d'entraide familiale. Parce que quand ils ont recruté la première personne et que ils fonctionnaient bien à 3, à un moment donné, leur activité a augmenté, ils ont eu besoin de recruter une autre personne. Et là, comment ils ont fait ? Ils se sont tournés vers la personne qu'ils connaissaient déjà en disant « Tu connais quelqu'un qui serait intéressé par le boulot ?» Et en fait, il y a tout le temps quelqu'un qui peut être intéressé par le boulot et qui est une amie ou une cousine ou une sœur de la personne qui travaille déjà. Et du coup, ça crée petit à petit un réseau à l'intérieur de l'entreprise qui aujourd'hui fonctionne avec plus de 20 employés. Ça crée un réseau et dans ce réseau, beaucoup de personnes se connaissent entre elles depuis leur village, elles se connaissent depuis qu'elles sont enfants, sont soit cousines, sœurs ou amies et du coup, petit à petit, à l'intérieur de l'entreprise, les employés ont leur propre réseau d'entraide et aussi de hiérarchie familiale. Sur la photo, on voit l'exemple des appartements de l'extérieur dans lesquels étaient logés les employés. Et effectivement, ces logements, elles étaient colocataires, elles étaient à 2, 3 ou 4 personnes. Elles partageaient un logement assez grand, souvent elles partageaient une chambre à 2. Elles avaient des petits balcons sur lesquels elles faisaient un petit peu de culture de plantes, de légumes, de l'ail, du basilic. Elles faisaient planter aussi des avocats. Elles avaient une petite salle de bain, une cuisine et les conditions de logement
sont bien meilleures que celles qu'on constate dans les dortoirs, par exemple, de la côte est de la Chine pour les ouvrières d'usine. Elles sont en plus logées dans un quartier qui est très prisé de la ville de Kunming. Les logements, ils sont assez chers et ils sont payés par l'entreprise. Et de fait, si les logements n'étaient pas payés par l'entreprise, les jeunes femmes ne pourraient pas habiter là parce que, par exemple, le loyer était à 1000 yuan, ce qui correspond à peu près 100 € à l'époque de l'enquête, et leur salaire était à 1600 yuan, 160 €. Donc, comparativement à leur salaire, les loyers étaient beaucoup trop élevés. Et puis, ce n'est pas leur but de dépenser beaucoup d'argent dans leur logement, puisqu'elles essaient de garder leur argent pour d'autres choses, on va en parler. Donc, du coup, voilà, pour elles habitent dans un quartier plutôt prisé, elles sont assez contentes de ce logement. Et de toute façon, elles ne se posent pas trop la question, puisque, comme je viens de vous le dire, elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas vraiment d'argent à dépenser pour leur logement, donc elles prennent ce qu'il y a. L'entreprise s'est dit aussi que un bon moyen d'essayer de proposer des conditions de vie au travail qui permettent aux femmes qui travaillent peut-être d'être dans une situation de moins inégalitaire, c'était d'organiser des sorties de loisirs et des voyages. Alors, je sais que c'est un management très américain de faire des teams où on va aller faire tous des trucs ensemble pour renforcer les liens de groupe, mais il faut comprendre aussi ce que fait le café-restaurant dans une autre dynamique. La photo que je vous montre, c'est un voyage. Alors, j'essaie de préserver l'anonymat des personnes dont je vous parle. Là, c'est une vraie photo avec les têtes des vrais gens. Je compte sur vous pour garder toute discrétion si vous les reconnaissez, si jamais vous étiez allé à Kunming et que vous aviez fréquenté ce bar-restaurant. C'est la photo de leur voyage en Thaïlande, de 2015, je crois. Et au départ, les sorties, c'était des sorties au bowling, en forêt pour faire de l'acrobranche. C'était déjà des sorties de loisirs que les filles pouvaient organiser entre elles, mais ce n'était pas forcément les sorties qu'elles faisaient le plus fréquemment. La Thaïlande, c'est clairement une sortie qu'elles n'auraient jamais fait sur leur budget pour la plupart d'entre elles, parce que c'est un voyage qui coûte cher et qu'elles n'ont pas vraiment accès à ce genre de sorties de loisirs et de voyages de loisirs. Les voyages qu'elles font, c'est plutôt entre les campagnes d'où elles sont originaires pour aller aider leurs parents et retourner à la ville où elles travaillent pour gagner de l'argent. Donc effectivement, ce voyage-là en Thaïlande, qui a été suivi ensuite d'un trekking au Népal, et je crois qu'ils ont pris un petit peu la tendance d'essayer d'organiser ce type de voyages un peu internationaux, c'est l'accès à une forme de loisir touristique qui est pour l'instant réservée à une classe assez aisée, urbaine, chinoise, et qui n'est pas du tout le cas des travailleuses migrantes rurales qui sont ces jeunes femmes dont je vous parle. C'est vrai que les travailleurs et travailleuses chinoises qui ont plus d'argent pratiquent le tourisme international, mais les travailleurs migrants chinois sont assez peu à pratiquer ces sorties de loisirs. Et du coup, pour elles, c'est vraiment une forme de participation à une sorte de modernité chinoise telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Pour terminer sur la façon dont l'entreprise conçoit la lutte contre les discriminations pour ses employés, les employés du café-restaurant, les entrepreneurs ont décidé aussi de pratiquer la philanthropie. Tout ça est né d'une histoire qu'ils ont connue à l'intérieur de l'entreprise. Ils ont eu une jeune femme de 16 ans qui a souffert d'une grave maladie rénale. Ils l'ont découvert au fur et à mesure du travail de cette jeune femme parce qu'elle avait beaucoup d'absence pour cause de maladie. Elle a fini par pas revenir un jour et ils ont appris que donc elle avait une maladie très grave et qu'elle était restée chez ses parents pour y décéder progressivement parce que les parents n'avaient pas les moyens de lui offrir les soins que sa maladie nécessitait. Elle avait une pathologie suffisamment grave pour devoir être dialysée à vie en attente d'une greffe rénale. Et ça coûte très cher. Déjà, c'est pas pratiqué dans les hôpitaux ruraux qui se situent à côté de l'endroit où elle vit. Et si elle avait dû venir à la ville pour avoir ces soins-là, comme je vous le disais, puisqu'elle est d'origine rurale, elle aurait dû payer très cher, elle n'avait pas les moyens. Donc, ils ont décidé de collecter des fonds. Alors, comme ils ont un gros réseau international et national, là-bas, ils ont des amis dans tous les secteurs chinois et internationaux. Ils ont organisé des concerts, des levées de fonds. Et ils ont réussi en quelques jours à récolter à peu près 5 000 $ qui auraient permis pendant 5 ans de payer les dialyses de leurs employés. Il s'est passé un drame. La jeune femme, sur le trajet d'une des dialyses, est décédée brutalement d'un arrêt cardiaque. Dans les jours qui ont suivi la levée de fonds, ils se sont retrouvés avec 5 000 $ qui ne pouvaient plus servir à aider Li Ping. Donc ils ont réfléchi et ils ont décidé de consacrer ce fonds et de l'entretenir, ce fonds au fil des années, pour aider à la santé dans les provinces rurales. Puisque effectivement, comme je vous le disais, c'est compliqué d'avoir accès à des soins. Donc ils se rapprochent d'associations qui, par exemple, font des opérations cardiaques, des soins pour les yeux dans les campagnes, qui sont des organisations qu'on pourrait qualifier de non gouvernementales et qui fonctionnent sur leurs fonds propres pour payer des soins dans les zones les plus démunies et les plus mal loties en matière de santé. On s'est intéressé là à la conception de l'entreprise et des entrepreneurs de ce petit café-restaurant
de ce que c'est que d'essayer de proposer des conditions de travail et de vie qui permettent de sortir un petit peu des discriminations dont je vous ai parlé au tout début, qui sont faites aux femmes chinoises et particulièrement aux femmes chinoises travailleuses rurales. On voit que cette dynamique du café-restaurant, elle n'est pas isolée puisqu'il y a un discours plus général chinois et international qui cherche à réfléchir à la façon dont le travail salarié pourrait aider les femmes à sortir de la pauvreté. Cette vision est tout à fait discutable, c'est une vision, encore une fois, comme je le disais au tout début, assez matérialiste, qui fait un peu l'impasse sur toutes les conditions structurelles qui maintiennent les femmes dans des conditions de pauvreté. On va s'intéresser maintenant au point de vue de ces jeunes femmes qui travaillent dans ce café-restaurant et à savoir ce qu'elles pensent de leur vie et essayer de voir comment est-ce qu'elles vivent leur vie et de quoi elles souffrent dans le déroulement de leur vie. Et qui nous rappelle un petit peu les discriminations dont on parlait tout à l'heure. Sur cette diapositive, je vous montre des photos que j'ai faites avec des personnes de dos pour essayer d'éviter qu'on ne les reconnaisse, pour vous parler de l'origine rurale de ces jeunes femmes. Donc on voit des photos dans les champs, lorsque les jeunes femmes reviennent pendant leur période de vacances aider leurs parents aux travaux des champs et de ferme. On voit une cuisine avec les jambons suspendus, et puis mon amie qui était en train de commencer à préparer les légumes du midi. On voit une chambre couverte de posters. Les personnes que j'ai rencontrées qui travaillent dans le café-restaurant ont globalement entre 16 et 30 ans. Une grande majorité à l'époque où moi je menais mon enquête avait plutôt entre 16 et 20 ans, elles étaient très jeunes. Elles avaient des chambres couvertes de posters avec des shuaige, ce sont les beaux gosses qui chantent des chansons populaires en Chine. Et elles avaient des armoires pleines de vêtements et de chaussures, plein de peluches. La décoration des chambres, c'était un peu ça. Et surtout, elles profitaient de sorties en ville, dans les bars, comme elles n'ont pas dans les villages. Et puis, on va y revenir un petit peu sur la question de comparer un petit peu la vie à la campagne par rapport à la vie urbaine. Et la dernière photo, c'est pendant une sortie justement de loisirs touristiques, où on les voit en train de se prendre en photo sous des ombrelles, avec des beaux habits qu'elles ont achetés à la ville. Et ces photos, elles sont postées sur les réseaux sociaux. Il y a différents types de réseaux sociaux, notamment Weixin, qui est une sorte de Facebook, on va dire, chinois. Et ces réseaux sociaux, c'est l'occasion de pouvoir montrer alors tous leurs amis, qui sont les amis d'enfance de l'école, et puis les amis qu'elles peuvent se faire en ville, qui sont des travailleurs et travailleuses comme elles, le fait qu'elles voyagent, le fait qu'elles ont acheté des beaux habits, le fait que voilà, qu'elles ont une vie citadine. Et clairement, ces jeunes femmes aspirent à avoir une vie urbaine, davantage que leurs parents, qui ont connu aussi la situation de migration. Leurs parents sont bien souvent des paysans, et ils ont migré plus sur des tout petites périodes, quand les travaux des champs les laissaient un peu libres. Ils partaient à la ville pour essayer de gagner un petit peu d'argent avant de revenir dans les campagnes. Aujourd'hui, les personnes qui quittent les campagnes ont quand même souvent fait presque les 9 années de scolarité gratuite en Chine. Donc elles ont moins travaillé dans les champs que leurs parents ne le faisaient. Donc elles s'y connaissent moins en travaux des champs, elles s'y connaissent moins en travaux de la ferme. Et elles ont clairement envie de vivre en ville, parce que pour elles, c'est ça l'ascension sociale, d'avoir une vie urbaine. Et ça correspond au discours dominant du gouvernement chinois, qui quand même dit des campagnes que ce sont des zones arriérées, qu'il n'y a rien à y faire. Et c'est grave parce que du coup, le développement des campagnes est complètement laissé à l'abandon. Et voilà, le discours dominant, c'est que globalement, il n'y a que dans les villes que la modernité chinoise existe. Sur cette diapositive, je vous mets un extrait d'un entretien que j'ai eu avec une jeune femme qui avait 20 ans à l'époque où je l'ai interviewée, et qui me racontait comment ça s'était passé quand elle était partie faire ce que l'on appelle du dagong, voilà, du travail non qualifié salarié. Elle disait « J'avais déjà pensé, quand elle était plus jeune, à faire du dagong, mais je n'avais pas encore pensé à aller à Kunming, la ville dans laquelle j'ai été et je les ai rencontrés. D'ailleurs, je n'avais pas pensé à quoi que ce soit comme endroit pour aller dagong. Ça me faisait envie, j'avais envie d'apprendre la vie par l'expérience, ça suscitait ma curiosité. J'ai vu beaucoup de gens de son village partir dagong. Non seulement on peut gagner de l'argent, mais en plus ça avait l'air intéressant. Et quand certains revenaient, ils avaient l'air bien, un peu pareil que quand nous on revient aussi. Les autres nous regardent et se disent qu'on est bien. On a plus l'air de personnes de la ville. Les vêtements, on n'a pas la peau aussi hâlée, on a l'air d'avoir un niveau de vie plus élevé. Mais d'un autre côté, je n'avais pas tant envie de partir que ça parce que ça allait faire du souci à ma mère. Donc cette jeune femme, elle me raconte un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette aspiration à la vie urbaine et le fait que c'est une forme d'ascension sociale. Et quand on revient au village et qu'on reste avec les personnes qui sont restées au village, eh bien on est un petit peu envié parce qu'on a plus d'argent, parce qu'on fait autre chose que les travaux des champs et parce que du coup, voilà, on a une condition sociale un petit peu meilleure que si on était resté à faire ces travaux des champs.
Cette jeune femme, elle a des parents qui sont tous les deux handicapés. Elle a travaillé pendant 6 ans et mis à peu près la moitié de la totalité de son salaire de côté. Et elle a réussi à faire construire une maison neuve pour ses parents. Son avenir, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai perdu le contact. À l'époque où on parlait ensemble, son avenir, il lui semblait un peu tracé. Elle n'avait pas beaucoup de choix devant elle parce qu'à un moment donné, ces jeunes femmes, elles sont obligées de se marier parce que le mariage, ce n'est pas négociable en Chine. On ne peut pas ne pas se marier parce que si on a un enfant par exemple et qu'on n'est pas marié, on paye une amende très chère du gouvernement. Notre enfant n'est pas reconnu sur le plan de l'identité, on ne peut pas l'inscrire à l'école. Bref, le mariage c'est une obligation légale quand on veut continuer sa vie. Et rester célibataire, ça n'arrive pas à beaucoup de monde, c'est assez mal vu socialement. Donc pour elle, sa vie, elle est partie à 16 ans pour travailler, ça lui a permis d'être bien vue quand elle rentre dans son village. Ça a été très dur pour elle au début, mais elle a rencontré plein d'amis et elle appréciait sa vie à la ville. Mais elle sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle retourne dans son village pour se marier, éventuellement avoir des enfants. Et à l'époque, c'était quelque chose qui l'angoissait énormément. Parce que du coup, on voit que structurellement, c'est pas facile pour elle d'avoir du choix. Parce qu'en fait, en ville, elle va jamais gagner assez d'argent pour pouvoir s'installer, pour pouvoir acheter un logement, pour pouvoir payer l'école à ses enfants. Et de toute façon, socialement, ça va être assez compliqué de rester en ville. Certaines le font. Mais c'est souvent des négociations avec la famille qui ne sont pas faciles. Parce qu'être loin de ses parents, ça veut dire avoir des difficultés à prendre soin d'eux. Et les parents qui sont paysans, ils n'ont pas de retraite. Ils ont besoin de leurs enfants au moment de la vieillesse pour pouvoir prendre soin d'eux. Donc voilà comment est-ce qu'elle voyait sa ville. Elle appréciait de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir vivre une sorte d'ascension sociale. Elle savait que dans son avenir, il risquait d'y avoir des moments où les choix allaient être limités pour elle. Une photo d'école pour enfants de migrants dans laquelle je me suis rendue à un moment donné dans Kunming. On a 60 enfants par classe et on a des enfants qui ne sont pas très vieux. 60 enfants par classe qui ont 8 ans, c'est un peu costaud pour la classe. Voilà ce que c'est la ville pour les travailleuses migrantes qui veulent rester en ville. Comme elles ne peuvent pas payer une école, les écoles qui sont accessibles aux travailleurs urbains, elles sont obligées de mettre leurs enfants dans des écoles pour enfants de migrants avec 60 enfants par classe, les écoles assez vétustes, du coup des programmes scolaires aussi qui sont moins prestigieux que ceux d'autres écoles et du coup un avenir qui est un petit peu déterminé déjà en amont pour les enfants. Donc tout ça, bien sûr, ça pèse dans leur choix. C'est l'occasion de vous montrer un autre extrait d'entretien qui parle d'une jeune femme qui était plus âgée, elle avait 25 ans, elle avait une petite fille, donc toujours employée du café-restaurant. Et elle avait fait le choix de rester en ville, mais c'était un choix qui n'était pas facile à vivre financièrement. Socialement, c'était un peu difficile parce qu'elle était assez brouillée avec ses parents. Elle me disait à l'époque, si tu n'as pas beaucoup de connaissances, ce n'est pas facile de se faire une place dans la société. Il faut apprendre des choses, se faire un ensemble de connaissances larges, et après le reste est plus facile. Trouver un travail, rencontrer des gens. Ce qui est important pour moi, c'est que ma fille aille à l'école. Après, on ne lui fait pas faire de la musique, de la danse. On veut surtout qu'elle aille à l'école et qu'elle soit mieux que nous, qu'elle ait plus de connaissances que nous et que la vie soit moins dure pour elle. C'était une des raisons pour lesquelles cette jeune femme souhaitait rester vivre en ville. Sa fille avait 6 ans, elle commençait l'école primaire, l'équivalent de l'école primaire. Et ça faisait partie des raisons qui, même si financièrement c'était dur, elle essayait de rester en ville pour pouvoir essayer de faire en sorte que sa fille ait une vie moins difficile qu'elle. Parce qu'elle a dû quitter la campagne, elle n'a pas été longtemps à l'école, elle a un travail pas qualifié, elle est obligée de travailler de nombreuses heures. Et même si elle travaille dans ce café-restaurant où on essaie de prendre soin des conditions de travail et des conditions de vie, elle n'a pas beaucoup de place pour ses aspirations personnelles. Si elle avait voulu faire autre chose, elle n'a pas l'argent pour le faire. Elle se dit des fois qu'elle aurait bien aimé monter un petit restaurant, mais elle n'a pas de capital économique, elle a assez peu de connaissances en gestion, donc du coup c'est quelque chose qui est compliqué. Voilà, tout est déterminé de façon un petit peu compliquée. Je voulais vous parler un petit peu de ce travail que j'ai mené pendant la thèse, dans le cadre de ces rencontres du genre, pour qu'on s'interroge sur ce qu'on dit au niveau international de la capacité du travail salarié à donner de l'empowerment aux femmes. On a vu que, bien sûr, avoir un travail salarié, ça donne accès à un salaire et que quand on n'a pas de salaire, c'est encore pire que quand on en a un. Parce qu'effectivement, économiquement, si on a 0 capital, ça détermine encore plus notre accès à tout, à l'école, aux soins, au choix pour le mariage, au choix pour le lieu de vie. Néanmoins, le fait que les organisations internationales et les gouvernements nationaux se focalisent sur cette conception matérialiste de l'empowerment pose un problème, parce qu'on voit bien que même quand on a un travail salarié, il y a des conditions plus ancrées dans la société qui font qu'on est encore victime de discrimination. Là, si elles sont travailleuses migrantes rurales, c'est compliqué pour elles d'avoir accès à l'école, c'est compliqué pour elles d'avoir accès aux soins. C'est compliqué pour elles d'avoir des projets d'avenir qui sont autres que de rentrer dans leur village
pour avoir des enfants et se marier. Donc, bien sûr, elles ont une forme de petite ascension sociale parce qu'elles gagnent plus d'argent que si elles étaient restées au village. Par ailleurs, elles gagnent aussi plus d'argent que si elles travaillaient dans un autre café-restaurant à Kunming. Elles ont des conditions de logement meilleures, elles vivent dans un quartier plutôt prisé, et donc elles ont des conditions de logement bien meilleures que d'autres personnes qui vivent en banlieue reculée et qui doivent faire 4 heures de transport par jour pour venir dans leur travail alors qu'elles ont juste à marcher 2 minutes. Mais tout ça, ça contribue aussi à alimenter cette conception de la modernité chinoise urbaine. C'est chouette, on profite de la ville, et puis on a un petit peu d'argent, et puis on est au cœur de la vie en ville. Mais tout ça, ça ne résout pas on va dire les fondements un peu structurels des inégalités qui sont faites aux femmes en Chine. Donc voilà, toute cette présentation, par un cas précis, qui était le cas de ces filles qui travaillent dans ce bar-restaurant, avait pour but de réfléchir un petit peu à tout ça. Merci beaucoup pour votre attention.